Peut-être que certains d'entre vous veulent poser des questions et nous verrons ce qui se traduira. Il est très facile de poser de mauvaises questions, mais poser la bonne question est l'une des choses les plus difficiles. Cela nécessite un esprit perspicace. La question devrait refléter un vrai problème que vous avez, quelque chose qui se bat. Si vous posez la bonne question, nous pouvons alors rechercher la bonne réponse ensemble. Mais il n'y a aucune solution à un problème humain. Les problèmes mécaniques ont une solution. Lorsqu'une voiture dérange, un moteur échoue, il existe une solution mécanique à un tel problème, tandis que la plupart de nos problèmes sont insoluables. Cependant, malheureusement, lorsque nous avons un problème, nous voulons presque toujours une solution. Je veux dire, nous voulons échapper au problème et nous posons donc une question. Si vous voulez simplement échapper à votre problème, quoi qu'il en soit, ne posez aucune question. Mais si vous voulez vraiment comprendre un problème psychologique humain, dans ce cas, nous pouvons étudier ensemble leurs subtilités et leurs variations, leurs nuances et leur complexité. Dans l'exploration du problème, commencerons à comprendre le problème. Et c'est le seul moyen de le résoudre. Je crains que vous ayez rendu difficile de poser une question. Ce n'était pas mon intention. Mais afin d'explorer réellement un problème humain, nous devons nous rencontrer simultanément au même niveau. C'est après tout ce que l'on peut appeler l'amour. Certes, il n'y a de l'amour que lorsque vous vous trouvez les uns avec les autres à la même époque au même niveau. C'est à ce moment que vous rencontrez une personne totalement et complètement. Pour explorer nos problèmes humains, nous devons nous retrouver psychologiquement de cette manière. Si vous vous attendez à une solution de ma part, et dans mon sentiment, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de compréhension du problème, nous ne nous rencontrerons pas. Et vous partirez ici en disant que cet homme est simple, ne sait pas comment répondre à une question directe, et vite. Par conséquent, il me semble que les pertinent tout au long de ces conférences, c'est regarder le problème ensemble. Mais cela ne signifie pas être d'accord ou en désaccord. Convenir ou être en désaccord est purement une attitude de lycée. Ce n'est pas une réunion politique. Nous essayons de voir des choses en nous-mêmes telles qu'elles sont. Et cela nécessite l'observation et le non-accumulation, ou le désaccord. Question. Comment l'exploitation mentale d'un problème peut-elle produire une compréhension non basée sur le fonctionnement intellectuel? Réponse. Voyons ce que nous entendons par exploitation et ce que nous entendons par compréhension. L'exploitation mentale produira-t-elle une compréhension? Veuillez ne pas être d'accord ou en désaccord. Nous examinons la question. L'échange d'idées, d'opinions et de formules, cela peut-il apporter une compréhension? Qu'entend-on par compréhension? Comment existe-t-il l'état de compréhension? Avec un examen rapide, nous pouvons donc nous retrouver. Dans l'état de compréhension, il n'y a sûrement aucune barrière entre le fait et vous-même. Lorsque vous comprenez une chose, toute votre attention est appliquée à cette chose. L'attention n'est pas fragmentaire comme le processus mental. En examinant quelque chose mentalement, il s'agit d'un processus séparatif fragmentaire. Mais quand vous comprenez, dans cette compréhension, tout votre esprit est tressé et tout de travail. Pénétoire, parasite, un, deux, et ni de ja, d'un adjet de son ocean, bien tenu par tuition. D'être d'assez. Toutes vos émotions, votre corps, tout votre être, c'est calme. Et dans cette immobilité, tu dis « Oh, je comprends ». La compréhension, bien sûr, ne peut pas résulter d'une fragmentation. Et, presque tous, pensons de manière fragmentaire. Toutes nos relations dans la vie sont fragmentaires. Avec une partie de nous-mêmes, nous sommes des politiciens, avec une autre partie, nous sommes religieux, avec une troisième partie, nous sommes des hommes d'affaires, etc. Psychologiquement, nous sommes tous fractionnels. Et avec ces fragments de nous-mêmes, nous regardons la vie. Nous disons donc, intellectuellement, je comprends, mais je ne peux pas agir. Ainsi, l'examen mental ou l'exploitation est fragmentaire et superficiel et ne produit pas de compréhension. Intellectuellement, nous convenons, par exemple, que le manque de maturité est le monde divisé en nationalités et groupes religieux antagonistes. Mais au fond, nous continuons d'être anglais, allemands, hindous, chrétiens, etc.
Notre problème est d'établir un contact émotionnel direct avec le fait. Et cela nécessite que nous le considérions négativement, c'est-à-dire sans l'obsession d'aucune opinion. Il y a une énorme différence car entre l'examen mental d'un fait et la compréhension de ce fait, l'examiner mentalement ne mène nulle part. Mais la compréhension, née de son examen négatif, sans opinion ni interprétation, cette compréhension nous donne une grande énergie à affronter. Dans les conférences suivantes, j'entrerai plus en détail ce sujet, car, probablement, la plupart d'entre nous manquent de cette énergie. Nous avons d'abondance d'énergie physique, au moins, j'espère. Mais, pour faire face à un fait psychologique, on nécessite une énergie extraordinaire, d'une qualité différente. Et il n'y a pas une telle énergie, compte tenu du fait, par l'habitude, habitude d'association, habitude verbale, habitude de penser. De cette façon, le fait demeure, et l'intellect est séparé du fait. Cela provoque naturellement la contradiction, les conflits, et par conséquent, la dissipation de l'énergie. Ce que vous étiez hier, vos aspirations, votre existence, votre jalousie, vos vanités, c'est le passé. Il est temps au sens psychologique. Et sans passé, sans ce psychologique hier, y a-t-il un demain psychologique? Si je nie chaque jour, le passé meurt pour eux, en les séparant comme par une opération chirurgicale. Peut-il y avoir un demain alors? Et peut-il y avoir de l'expérience pour l'homme qui vit pleinement? Certes, il ne peut pas y avoir complètement lorsqu'il coupe le passé et anticipe l'avenir. Mais quand il y a la perception complète dans le sens de vivre totalement, au moment, il y a alors une expérience. Veuillez noter que c'est une question de fait et non une question de rhétorique ou idéologie. Si je ne m'inquiète vraiment pas de ce qui s'est passé hier, si j'étais offensé, si je me sentais jaloux, si j'étais insulté, si je stipulais tout cela, alors le sentiment de temps, sentiment de passé et d'avenir, voir, le temps est une expérience. Le souvenir du plaisir et de la douleur qui nous avions, l'exigence de remplissage, de réalisation. Ce devrait être quelqu'un. Tout cela implique le temps. Et c'est une question vraiment complexe, car, en général, le temps est très important pour nous. Je ne me réfère pas au temps chronologique, le temps mesuré par l'horloge, mais à la structure temporelle créée par la psyché, par pensée, et cela suggère le problème concernant la culture de la mémoire. Comme le suggère ce chevalier, il y a tendance à avoir du temps tant qu'il y a un centre d'où nous avons vécu. Tant qu'il y a ce centre, un centre conditionné qui réagit à chaque défi, conscient ou inconscient, il ne peut y avoir de moment de création. Qu'il s'agisse d'un musicien, d'un peintre, d'un scientifique, d'un produit chimique ou d'une personne simple, sans compétence spéciale, je ne sais pas si vous avez jamais observé vous-même cette chose extraordinaire. Lorsque l'esprit est complètement silencieux, quand la réflexion a cessé complètement, quand il n'y a plus de mouvement et de venue contemplation du passé ou du futur, à ce moment de l'immobilité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais cette nouvelle ne doit pas être reconnue comme nouvelle. Depuis reconnaître la nouvelle, il est devenu le vieil homme. Ce n'est plus le nouveau. En ce moment, la personne doit rester. Pour rester, ce mot est inadéquat. La personne doit être, sans revenir ou sauter en avant, sans aucune idée du temps. Essayez-le une fois. Eh bien, essayez d'être un mot très approprié non plus. Essayez implique le temps intermédiaire. Et c'est absurde. Il n'y a rien à essayer, car il n'y a pas de temps intermédiaire. Soit nous avons le nouveau, soit nous n'en avons pas le nouveau. Et le nouveau est présent avec une vitalité extraordinaire et une puissance étonnante. Dans la compréhension de l'ensemble du processus d'expérience, de connaissance et de recherche, j'espère que vous vous efforcez autant que moi. Question. Cette énergie de parler est-elle limitée par la santé physique? Réponse. En partie, mais pas entièrement. Bien sûr, la santé physique est nécessaire. S'il subit constamment une douleur tortueuse, son énergie se dissipe avec elle.
Homès, connaître la douleur, peut savoir se dissocier d'elle, ne pas s'enfuir, mais l'obtenir complètement. En ce qui concerne la douleur, nous augmentons et nourrissons la douleur. Hébéro, tout ce matin. Résister, sans souhaiter le répéter. Ainsi, le Ribeiro, avec son murmure et sa beauté, et son propre discours, fait partie de cette perception avec laquelle nous avons affaire. Question. Que diriez-vous de nos responsabilités et erreurs d'hier? Réponse. Nous avons tous certaines responsabilités, et il y a aussi des erreurs d'hier. Mais pourquoi transporter ces erreurs aujourd'hui? C'est l'une des questions. Et qu'entend-on par responsabilité? C'est horrible pour nous de nous sentir responsables. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que cela doit devenir irresponsable. Je n'ai pas affaire à l'irresponsabilité. Faire cela serait une chose confortable, un moyen d'échapper au problème. Vous sentez-vous responsable lorsque vous aimez quelqu'un? Question. Quand nous avons des enfants, nous nous en sentons responsables? Réponse. Premièrement, nous cherchons à comprendre ce que l'on entend par responsabilité. Ne dis pas immédiatement « Ne devrais-je pas me sentir responsable avec mes enfants ?» C'est un moyen très futile d'examiner une chose. En plus des enfants, nous avons des maris, des épouses, des grands-parents, de la marine, des maisons, des biens, des emplois. Et tout cela nous fait nous sentir responsables. Mais que comprenons-nous pour le mot « responsabilité » ? L'armée dit que je suis responsable du maintien de la paix. Comme c'est absurde. La police a déclaré qu'elle est responsable de maintenir une bonne conduite sociale. Il s'agit donc d'examiner le sens profond de ce mot. Quand j'aime quelqu'un, est-ce que je me sens responsable? Et qu'est-ce que je comprends par amour? L'amour est-il une question d'attachement? Vous voyez, c'est comme ça. Quand je suis attaché à quelqu'un, je me sens responsable de cette personne. Et mon pièce jointe, j'appelle l'amour. Veuillez ne pas être d'accord ou en désaccord. C'est un problème difficile. Pénétrons le sens du mot responsabilité. Je pense que nous employons des mots tels que l'amour et la responsabilité en aucun amour que nous n'avons. Êtes-vous silencieux? Interprétation. Nous essayons de vous comprendre. Krishnamurti. Non, monsieur. Ne pas essayer de comprendre. Je dis juste regardez-vous. Qu'il pénètre pour que toutes ces choses vous soient révélées. Eh bien, continuons avec le mot responsabilité, ce qui est tellement le poids pour nous tous. Nous disons que je dois sortir tous les jours pour le travail, que cela vous plaise ou non, car j'ai une famille à garder, et c'est à moi la responsabilité de gagner de l'argent. Il est de ma responsabilité d'éduquer mes enfants. Ou c'est ma responsabilité d'être un bon citoyen et de devenir soldat. Et ainsi de suite. Pourquoi nous sentons-nous responsables? Quand employons-nous ce mot? Interprétation. Quand on se donne le soi, Krishnamurti, il vous permet de suggérer, regardez-vous. Quand utilise-t-il le mot responsabilité? Interprétation. Quand il y a le sentiment d'obligation. Krishnamurti, oui monsieur, sentiment d'obligation. Sentant que vous êtes obligé, que vous devez faire quelque chose, allez au-delà du mot et regardez le sentiment. Regardez-le comme un père, en tant que frère, en tant que mari, comme sa femme. Certes, il ne parle que de responsabilité. Combien pensez-vous de faire une certaine chose? Il dit que c'est votre devoir. Tout dépend de vous, et ainsi de suite. Eh bien, une personne peut-elle vivre dans ce monde sans le sentiment de responsabilité? C'est-à-dire sans le sentiment que ce qui fait est un fardeau? Vous voyez, monsieur, je suis venu ici ce matin pour vous le dire. Ne pensez pas que c'était une charge, une responsabilité. Je ne me disais pas que j'avais l'obligation de faire, car tant de gens sont venus m'écouter. Je n'ai pas le devoir de parler. Je ne le ferai pas sur cette base. Ce serait extrêmement ennuyeux. Je n'utilise jamais la phrase « Je suis responsable ». Elle est horrible. Ce que je fais parce que j'aime le faire. Cela ne signifie pas que j'extrais de la satisfaction ou que je me remplisse. Tout cela est complètement mature et enfantin. Mais quand la personne aime, alors les mots
Nous parlions du sens de la connaissance et de la façon dont la connaissance empêche la clarté de la perception. Nous avons examiné cette question plus ou moins profondément. Et ce matin, je veux parler de vertu. Pour enquêter sur cette question, il est nécessaire de considérer l'influence de la société, la signification sociale de la vertu et de l'autorité, ainsi que l'état de solitude. Tous ces facteurs sont présents dans le mot vertu. Premièrement, nous avons la question de l'influence sociale. Comment nous sommes façonnés par la structure sociologique et psychologique de la société. La façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons, notre sens des responsabilités, si je peux utiliser ce mot, dont nous avons parlé d'un autre jour. Tout cela est le résultat d'une influence sociale. Psychologiquement, nous ne sommes pas séparés de la société. Nos relations, nos pensées résultent de notre conditionnement, qui est déterminé par la structure psychologique de la société. Bien que nous soyons éduqués dans les écoles et nous obtenons une certaine partie des connaissances techniques dans diverses spécialités, en règle générale, nous sommes à la merci de la société. C'est que le personnage nous façonne. Nos idées religieuses sont conditionnées par la société, par la culture dans laquelle nous sommes nés. L'influence de la société façonne tout notre être. Nous sommes catholiques, protestants, juifs, hindous, ceci ou cela avec l'ensemble correspondant de dogmes, de croyances et de superstitions. Dans ce modèle, nous cultivons ce que nous appelons nos propres valeurs. Mais là, nous sommes également influencés, consciemment ou inconsciemment, par une multitude de choses. Pour le régime, l'ambiance dans laquelle nous vivons, pour les vêtements, les journaux, les magazines et les livres que nous lisons, pour la radio et la télévision. Si nous ne comprenons pas toutes ces influences pénétrantes et continues, si nous n'en sommes pas conscients, la vertu perd son sens. Lorsqu'il n'y a pas de compréhension de l'influence, nous suivons purement un modèle qui est devenu respectable. Et la respectabilité n'est pas vertu. Au contraire, la respectabilité est une chose horrible, et rien, absolument, n'a en commun avec ce que l'on peut appeler la vertu et que, plus tard, j'examinerai. Ainsi, si nous voulons vraiment comprendre la solidité extraordinaire, la vitalité et la force de la vertu, nous avons tout d'abord être conscients de l'influence, non seulement de l'influence que nous recevons consciemment, mais aussi de l'influence inconsciente, pour laquelle nous sommes ordinaires, nous sommes si réceptifs, et qu'il est beaucoup plus difficile à comprendre. Eh bien, est-il vraiment possible d'être exempt d'influence? L'influence de notre femme ou de notre mari, de nos enfants, de la société et de tout ce qui nous entoure. Est-il possible d'être exempt de cette influence exercée chaque heure sous forme de publicité par des journaux et des livres? Si nous disons qu'il est impossible d'en être libéré, auquel cas l'affaire est fermée. Il n'est pas nécessaire de continuer à enquêter. Et la vertu devient une simple imitation, un ajustement à une norme. Société, avec son code d'éthique, ses responsabilités, ses valeurs traditionnelles, oblige l'individu à s'adapter à la norme établie. Et cet ajustement appelle à la moralité. Immorale est la personne qui s'écarte de la norme. Mais bien sûr, nous devons être totalement exempts de la norme. Nous sommes complètement libérés de la structure psychologique de la société. Cela signifie que nous devons percevoir toute cette structure en nous-mêmes, à la fois dans l'esprit conscient et inconscient. Et il est très difficile d'être conscient de notre conditionnement inconscient. Consciemment, nous pouvons rejeter la structure morale de la société, et il y a beaucoup de gens qui le font. Ils secouent les épaules et la mettent de côté. Mais l'influence de la société ne se limite pas au siècle actuel. Il comprend également l'immense passé, toute sa propagande, sa tradition, et ce modèle est profond et fermement basé sur l'inconscient. Et pour être plein du modèle inconscient, une certaine qualité de déni nécessite. J'espère que non, soyez juste à écouter des mots et à être d'accord ou en désaccord, mais en réalité pour voir comment vous pouvez vous pénétrer la profondeur, votre inconscient. Ces réunions seront totalement inutiles et aucune signification n'aura à écouter sporadiquement certaines conférences et à sortir d'ici. Et ne dis pas « je ne peux pas le faire ». Personne ne fera pour vous. Chacun doit travailler sur sa propre transformation. L'inconscient est le dépôt caché du passé individuel et collectif.
C'est le référentiel de siècles de propagande de toute expérience et connaissance des traditions et complexité de la race. Maintenant, aussi ingénieux que vous soyez, afin que l'analyste soit, l'esprit conscient ne peut pas aborder l'inconscient par analyse. Par analyse, la surface de l'inconscient ne peut être rayée que. Il n'est pas possible de l'approfondir. Comme ils admettent déjà les analystes et les psychologues aujourd'hui, l'esprit conscient a été éduqué et formé dans une certaine direction. Connaissances acquises, technicien dans certaines spécialités, afin que la personne puisse gagner sa vie. C'est ce qu'on appelle l'accès positif à la vie. Mais dans cette façon, il n'est pas possible d'approcher l'inconscient. J'espère que cela m'exprime clairement. Sinon, vous pouvez me poser des questions plus tard pour examiner davantage la question. L'inconscient, qui est caché, a tendance à être considéré comme négativement. Comprenez-vous ce que je veux dire avec un accès négatif et un accès positif? Lorsque nous avons un problème, la plupart d'entre nous s'y posent positivement. Cela signifie que nous cherchons à modifier ce qu'il est, selon une certaine norme. Comme nous sommes des gens positifs, notre façon de considérer l'inconscient est également positive. En fait, nous ne sommes pas des gens absolument positifs, parce que notre méthode positive est une réaction au négatif. J'espère que vous comprenez. Être conscient de quelque chose négativement, comme remuer ce rideau ou le murmure de ce ruisseau, c'est le regarder et l'écouter sans résistance, sans condamnation, sans rejet. De même, il est possible de nous trouver de la totalité de l'inconscient. Et c'est une perception négative. Mais cet état de déni n'est pas l'opposé du positif. Rien n'a à voir avec le positif, car ce n'est pas une réaction. Si vous voulez comprendre une chose, votre esprit doit être dans un état de déni. Et elle n'est pas dans un état de déni lorsqu'elle rejette ou condamne ce qu'elle voit. L'état de déni ne signifie pas être vide. Au contraire, nous sommes consacrés à tout. Nous voyons et entendons avec la totalité de notre être. Et cela signifie qu'il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de rejet, pas de comparaison, pas de jugement. Et je pense qu'il est possible d'écouter de cette manière à toutes les réactions de l'inconscient. Ceci est négativement conscient de l'inconscient. Si vous pouvez le faire, et c'est une vérité, la seule façon de se rapprocher de l'inconscient, alors l'inconscient sera totalement et immédiatement, naturellement, peut procéder à étapes, analysant dans chaque condition de conditionnement, chaque tradition, chaque valeur, en ce qui concerne la surface, étant un travail extrêmement prolongé et ennuyeux. Et de cette façon, votre examen ne sera jamais total. Maintenant, grâce à cette perception négative ou non discriminatrice, vous pouvez complètement pénétrer le conditionnement de l'inconscient. Son conditionnement de la nationalité, les valeurs traditionnelles, l'héritage racial, le conditionnement imposé par la société. Vous pouvez pénétrer tout cela immédiatement et commencer alors ensuite, pour comprendre le sens. La plupart d'entre nous ont divisé l'influence en bien et en mauvais. Nous pensons que l'influence est bonne et qu'il est correct d'avoir une bonne influence. Mais pour moi, l'influence est toujours la même, perverse et défigure. L'esprit influencé dans aucune direction ne peut pas voir clairement. Il est incapable de diriger la perception. Si une personne comprend cela, non seulement intellectuellement ou verbalement, mais totalement avec tout son être, il ne sera plus asservi à aucune forme d'influence. Veuillez ne pas considérer ce que vous dites comme quelque chose de théorique ou quelque chose qui ne vous est pas applicable, car vous êtes déjà très vieux ou jeune, ou parce qu'il est déjà assez conditionné ou parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Tout cela est un pur contraste et une simple évasion vers le fait qu'il ne veut pas vraiment comprendre, dans son intégralité, le processus d'influence. Et il est très important de comprendre le processus d'influence. Quelle est l'influence qui nous fait nous adapter à la moralité respectable, qui repose sur l'autorité d'une tradition, dans l'autorité de la société, dans l'autorité d'une position? Et de cette manière, l'autorité devient prédominante dans nos vies.
La société a besoin d'obéissance. L'obéissance qu'une mère attend de son fils, et parce que nous sommes des esclaves pour influencer, nous acceptons instinctivement l'autorité de la société, l'autorité du prêtre, l'autorité du symbole, l'autorité de la tradition. Dans des cas tels que le maintien de la route, le paiement des impôts, etc., nous devons naturellement accepter l'autorité de la loi. Mais ce n'est pas à cet égard que nous parlons. Nous faisons face à l'impulsion psychologique d'obéir, ce qui implique l'esclavage à l'influence. Je ne fais pas seulement un discours à entendre. Nous faisons une certaine chose ensemble. Au moins j'espère que nous le faisons ensemble, ce qui examine toute la question de la vertu. Si nous comprenons correctement la vertu, il libère une énorme vitalité. Et c'est de cette vitalité, cette énergie dont nous avons besoin pour effectuer la transformation complète dont nous parlons lors de notre première réunion. Donc, lorsque vous m'écoutez, vous devez travailler eux-mêmes, pas moi. La plupart d'entre nous se contentent d'aller à un tournoi de tennis pour regarder les joueurs. Nous n'avons jamais participé au jeu. Nous avons juste regardé, écouté et apprécié le jeu des autres. Mais ici, je dois dire que la chose n'est pas le cas. Ici, vous devez travailler autant qu'un orateur, car sinon, la réunion n'a aucune valeur. Avec le travail, je veux dire écouter ce que vous dites et découvrir si vous postulez à vous-même. Cela signifie voir directement le fait, la vérité ou le mensonge de ces mots. Voir le fait. Cela ne signifie pas accepter ou rejeter ce que dit l'orateur, mais étant si vivant conscient que s'ils sont vrais, vous apprendrez toutes les nuances de chaque mot, les appliquant à l'auto-investigation. Et c'est ce que j'entends par travail. Si vous le faites, lorsque vous quittez ce pavillon, vous serez vertueux. Et je dis catégoriquement, ils auront vertu. Ainsi, il est nécessaire de comprendre l'acceptation de l'autorité qui présente vraiment la sécurité psychologique de la sécurité, garantit que l'on suit la bonne façon. En général, nous détestons l'incertitude de quoi que ce soit, surtout sur nous-mêmes. Mais notez, nous devons être incertains afin que nous puissions découvrir ce qui est vrai. Nous devons nous libérer de toute autorité. Tous suivent, tous obéissent. Et c'est une chose difficile, car la liberté n'est pas une réaction au fait c'est un prisonnier. Ce n'est que lorsque vous comprenez individuellement votre esclavage aux mots, à l'influence, à l'autorité, à la compréhension et à ne pas réagir, peut y avoir de la liberté. L'autorité doit donc être comprise. Être l'autorité du prêtre ou celle du politicien, le livre, l'expert, le voisin ou l'autorité de votre propre excellence. Et comme nous l'avons vu, pour comprendre quelque chose, l'esprit doit être dans un état de déni. Pour comprendre votre enfant, vous devez vous observer en jouant. Quand vous pleurez, quand vous mangez, lorsque vous dormez. Et quand vous vous comparez avec un autre enfant, vous ne regardez pas. De même, nous devons observer le désir instinctif d'obéir, de suivre, de s'adapter, d'imiter. Nous devons l'examiner profondément en nous. L'ajustement est évidemment nécessaire dans certaines choses. Le langage dont nous servons à parler est basé sur l'ajustement d'un modèle linguistique établi. Et il serait absurde de rejeter ce modèle, car alors, nous n'aurions aucun moyen de communiquer entre eux. Je ne me réfère pas à l'ajustement pour accepter les faits nécessaires et les faits évidents, que nous sommes tous d'accord. Je me réfère à un ajustement psychologique, à l'acceptation ou à l'imitation psychologique qui représente essentiellement le désir de sécurité. En règle générale, nous craignons de faire des erreurs. Nous recherchons toujours du succès dans ce monde où, psychologiquement, nous voulons atteindre quelque part. Par conséquent, l'obéissance, ce qui signifie accepter la structure psychologique de la société, devient extraordinairement important. Si vous comprenez le sens total de cela, vous verrez que l'essence même de la vertu est la solitude. S'il n'est pas complètement seul, ce n'est pas vertueux. L'esprit n'est que lorsqu'il a compris l'influence et n'est pas contaminé ou battu par lui. Cet esprit ne cherche plus de position ou de pouvoir et est donc exempt d'autorité et d'obéissance, et ce qu'il faut suivre. L'état de solitude n'est pas une réaction. Ce n'est pas une évasion vers la foule. Cela ne signifie pas se rétracter et devenir ermite, ou vivre isolément, car tout cela est une réaction. Avec le mot solitude, je veux me référer à quelque chose de complètement différent de l'isolement.
Il est très difficile de communiquer à l'autre personne le sens ou la nature d'être seul. En général, nous ne sommes jamais seuls. Vous pouvez vous retirer dans les montagnes et vivre en tant que prisonnier, mais même si vous êtes physiquement seul, vous serez toujours accompagné de vos idées, de vos expériences, de vos traditions, de la connaissance des choses passées. Le moine chrétien, dans sa cellule monastique, ce n'est pas seul. C'est en compagnie de son idée de Jésus, de sa théologie, de ses croyances et de ses dogmes, de son conditionnement spécial. Identiquement, le sannyasi de l'Inde qui se retire du monde et vit en isolement n'est pas seul, car il vit également avec ses souvenirs. Je me réfère à une solitude dans laquelle l'esprit est libre du passé. Et ce n'est qu'alors que l'esprit est vertueux, parce que ce n'est que dans cette solitude qu'il peut y avoir de renouvellement. Vous pouvez dire, peut-être, « Ah, mais c'est trop demandé. Personne ne peut vivre comme ça dans ce monde chaotique, où tout le monde doit aller tous les jours pour le travail, prendre vie, générer des enfants, tolérer les implications de la femme ou du mari, etc., etc., etc. » Mais je pense que ce que vous dites est directement lié à la vie et aux actes de chaque jour. Parce que, sinon, cela n'aurait aucune valeur. De cette solitude vient une vertu virile et imprégnée d'un sentiment extraordinaire de pureté et de douceur. Peu importe que nous fassions des erreurs, l'important est de l'avoir sentant que nous sommes complètement seuls, pas contaminés. Parce que ce n'est qu'alors que l'esprit peut savoir ou percevoir ce qui transcende le mot, qui transcende le nom et qui surmonte toutes les projections. Si, en train d'écouter, il n'y a pas d'expérience, alors l'écoute est au niveau verbal. Et ceci est peu ou pas de valeur. Mais pour expérimenter, il faut une grande sensibilité. Comment pouvons-nous avoir cette sensibilité? Réponse. Seigneur. L'écoute n'est pas un acte d'expérimentation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si vous entendez la façon dont j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a pas d'entité ou de centre que vous expérimentez. Écoutez avec tout votre être. Et votre être n'a pas de limite. Il ne se limite pas aux paroles de Krishnamurti. Mais si, écoutant l'orateur, écoutant cette rivière, les oiseaux, le vent entre les arbres, il entend et voit d'un centre. Dans ce cas, il expérimente, et cette expérience est ajoutée à plus, et ne peut qu'augmenter son conditionnement. Tout en écoutant et en regardant, sans aucun centre, sans traduire verbalement, ce qui est entendu et voit, cesse complètement l'idée d'expérimenter. Il n'y a donc que le fait, et pas vous ressentez le fait. Cela peut nécessiter une meilleure explication. Vous pouvez regarder une fleur de deux et différentes manières. L'ouvrir botaniquement, c'est avec toutes les connaissances et les informations concernant les fleurs collectées dans les livres, etc. Regardez la fleur avec ses connaissances et, à travers elle, éprouve la nature ou les conditions particulières de l'existence de la fleur. C'est une façon de regarder la fleur. L'autre façon est de le regarder non pas du butin, de le regarder sans connaissance. Comprenez-vous ce que je veux dire par chercher sans connaissance? Regarder sans connaissance que sa femme, ses enfants, les faits se produisant dans les relations, c'est les voir sans les peines, les inimitiés, les cruautés, les insultes. Les impositions ont déjà connu des impositions, ont déjà connu des impositions. Tout ce qui fait partie des connaissances a disparu, et vous regardez directement ce que c'est. Ce même aspect dans lequel il n'y a pas de nouvelle expérience est la plus haute forme de sensibilité. La personne qui éprouve un Occident n'est pas sensible. Vous pouvez dire « Oh, quelle beauté, quelle merveille !» et être extatique avec le coucher du soleil, mais cette personne n'est pas sensible. Être sensitive implique un état d'esprit dans lequel le fait n'existe que, et pas vos souvenirs concernant le fait. Cette perception, cette écoute de chaque instant,
a un effet extraordinaire dans la vie. Ne vous laissez pas arracher par l'intensité ou l'enthousiasme de l'orateur. Ne soyez pas fascinés, mais notez, écoutez et découvrez par vous-même. Question. Même si je ne suis pas devenu une autorité pour nous, ne nous influence pas leurs paroles, leurs manières, leurs gestes, etc. Réponse. J'ai dit que chaque forme d'influence, même l'influence de cet orateur, est destructrice. Lorsqu'ils sont influencés, ils sont détruits. Il devient un soldat, un suiveur, un automate, mais sans comparer, juger ou évaluer, écouter pour découvrir individuellement ce qu'est le fait réel. Si ce qu'il dit est vrai ou faux, dans ce cas, il dépasse toute autorité. En plus de toute influence, peu importe qui elle est. Messieurs, quand je parle d'influence, je me réfère à toutes sortes d'influences, et non à un certain influence. Lorsque nous entendons, nous devons être intensément conscients pour ne pas nous laisser influencer ou mener. Ici, il n'y a pas de forme de publicité. Je n'essaye pas de vous convertir en quoi que ce soit. Ce serait horrible. Je marque simplement ce qui semble être des faits psychologiques. Et vous pouvez accueillir ou arrêter d'accueillir ce que je dis. En ce qui concerne les faits, alors, bien sûr, vous devez les écouter, non pas parce que je dis, mais simplement parce que ce sont de vraies choses. Mais il est d'une importance primordiale à la façon dont un fait est entendu. C'est un fait, par exemple, qu'un train passe. L'important est d'entendre le bruit du train sans y résister. Parce que le moment où il résiste, il est influencé. Mais si vous pouvez être conscient de ce bruit, tout comme vous essayez de le marmonner d'un ruisseau ou d'un vent entre le feuillage, si vous pouvez voir, entendre un fait sans résistance, soyez quelque chose dit par votre femme, par votre enfant, pour un chargé. Soyez un dicton le conférencier. Découvrira ensuite par vous-même qu'il peut surmonter toute influence, ce qui peut complètement se désinfluence de l'influence. Question. Lorsqu'il y a une intégration complète de l'esprit, des émotions et du corps, n'y a-t-il pas cet état d'amour? Réponse. Que signifie le mot intégration? Cela signifie unir ou s'harmoniser en réunissant différentes parties. Maintenant, il ne peut pas intégrer le corps, l'esprit et les sentiments, car ils sont toujours fragmentés. Il n'est pas possible de rassembler ce qui est fragmenté par un conflit intérieur. Tant la gentillesse de prêter attention à cela. Nous aimons tous beaucoup cette intégration de mots. Les politiciens l'emploient, s'appliquent aux psychologues, et nous bavardons et discutons également de différentes manières sur ce mot. Nous intégrons. Il suppose une entité qui rassemble les différentes parties. Une entité extérieure ou intérieure qui place les fragments en position juste. Bien qu'il y ait l'entité à intégrer, il n'y aura pas d'intégration, car il y a une contradiction, une division entre l'entité et les pièces séparées, entre l'idée et le fait. Il y a un conflit créé par l'effort qui est fait pour rassembler les différents fragments, et toute intégration n'a donc rien fait. Bien que beaucoup nous en parlons, l'intégration n'est pas possible. Mais s'il est en profondeur le problème et l'impossibilité d'intégration est compris, alors qu'il existe une entité qui cherche à rassembler les fragments, si vous avez pleinement compris, vous verrez qu'il existe une opération très différente. Il n'y a aucune entité du tout et donc pas de contradiction. Et donc il y a l'harmonie. Ce n'est que dans cet état, exempté d'efforts, de fragments à rassembler, où la perception est totale et sensible. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité. Nous avons parlé pendant des jours de la vitalité et de la force de la vertu. Et maintenant, je veux examiner plus profondément la question de l'énergie. La nécessité d'énergie non créée par les conflits ou la résistance. Cette énergie est d'une importance primordiale, car nous devons approfondir cet état qui transcende toute l'expérience et n'est pas une question de foi. Mais d'abord, je pense que nous devrions encore clarifier l'intention de ces réunions. Cet orateur n'est intéressé par aucune sorte de propagande. Il ne veut pas se convertir à une certaine manière de penser ou de normes d'action, ni d'essayer de créer une atmosphère ou un environnement spécial dans lequel l'individu peut produire cette énergie totale. Mais il y a sans aucun doute, au-delà de la raison et de la pensée,
une énergie qui se manifeste lorsque le conflit est éliminé de toute nature. Le conflit lui-même génère une certaine forme d'énergie, née de réaction, de résistance, de répression et de contradiction, mais c'est nécessaire que le conflit disparaisse complètement de sorte que cette autre énergie existe. Eh bien, avant de nous lancer dans la question concernant la vidange de tous les conflits, toutes les idées et tous les concepts, la fonction devrait être très claire, si je peux utiliser un tel mot. Et en tant qu'auditeur, à quelle performance? Écoutez-vous uniquement dans le but de vous adapter à ce que vous dites? Écoutez-vous le but de trouver des défauts et des contradictions dans les mots de l'orateur? Cherche à créer à la suite de ce qui dit un modèle d'action personnelle. Tout en écoutant ce qui se passe dans la réalité dans votre esprit, je veux parler de quelque chose d'extrêmement sérieux, et que, s'il est compris, il peut produire une révolution immédiate dans l'esprit. Je veux entrer dans cette question un peu étendue et profondément. Si vous ne semblez pas la présomption de ma part, donc je m'exprime. Et c'est pourquoi je souligne l'importance de vérifier quel est l'état de votre propre esprit tout en m'écoutant. Seul vous suffit d'écouter les mots et d'essayer de relier ou d'ajuster ce que vous savez déjà ce que vous dites. Êtes-vous paresseux? En cette agréable matinée, comme pour tuer le temps, cherchez des divertissements dans le sens spirituel ou religieux, si appelé. Ou regardez-vous simplement votre propre esprit, explorant vos coins cachés, vos recoins obscurs et les régions inconnues. Si vous observez vraiment votre propre esprit, alors vous et moi, en tant qu'individus, nous pouvons produire ensemble cette chose dont je parlerai. Mais pour cela, il faut un état de surveillance et d'attention complète. Il n'y a pas d'attention chaque fois qu'il y a une sorte de résistance. Il n'y a pas d'attention s'il y a un effort ou du mal à comprendre. Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez appliquer toute votre attention. Pour découvrir le contenu de ce qui sera dit, il s'efforce pour votre corps, votre esprit, vos émotions, tout votre être d'être consacré à cette fin. Ensuite, vidant l'esprit de son contenu total, il découvrira par vous-même qu'il manifestera une énergie extraordinaire. Cela peut sembler absurde ou impossible, ou de simples fantasmes, mais nous n'occupons pas d'idées, nous nous engageons avec des faits. Les faits qui vérifient vraiment dans notre propre esprit. Pour percevoir la signification de ces faits, nous devons être conscients, nous réaliser, gérer chaque mouvement de pensée, sans que nous cherchions du tout à le corriger ou à le modifier. Et donc, conscients, nous pouvons commencer à enquêter sur le conflit intime de chacun de nous. Le conflit, sous quelque forme que ce soit, à l'extérieur ou intérieur, détruit la clarté. Et seule la clarté peut arriver à cette énergie à laquelle je me réfère. Il existe deux types d'énergie. L'énergie générée par la résistance, la contradiction, les conflits dans nos relations quotidiennes, qui produisent certaines activités dans lesquelles nous connaissons tous. Et il existe un autre type d'énergie qui ne résulte pas de la résistance, de la contradiction et des conflits. Mais on ne peut pas passer d'un type à un autre sans comprendre le conflit. Pourquoi tant qu'il y a des conflits de quelque nature que ce soit et aussi subtils que cela puisse être, il ne peut pas y avoir de véritable énergie. Cette énergie ne devient possible qu'avec la fin totale du conflit. Et on ne peut pas mettre fin au conflit quand on a une raison. Le désir de réaliser une énergie authentique. Bien sûr, nous avons tous une énergie physique et mentale à des degrés divers. Comme la plupart des habitants de l'Ouest vivent physiquement avec un peu de confort et bien nourris, et profitent d'un certain temps libre, ils ont généralement plus d'énergie physique que les habitants de l'Est, où il y a moins de nourriture et plus d'inconfort et de population excessive. L'énergie physique, bien sûr, est nécessaire. Mais nous parlons maintenant d'énergie mentale, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un esprit pénétrant, clair, capable de penser sainement, sans tendance, ni ambiguïté, sans idées fantastiques, romantiques ou illusoires. Et il ne peut y avoir que cette énergie, cette clarté mentale, quand il n'y a aucun conflit d'aucune sorte. Comme vous le savez, le conflit épuise l'esprit. Le conflit suppose un problème humain, et chaque problème humain, à tout niveau, un problème sexuel, un problème économique,
un problème de relation, un problème de vertu, un problème de mort. Tout problème, enfin, provoque un gaspillage d'énergie mentale et empêche la clarté de perception. Est-il possible de vivre dans ce monde sans aucun problème? Nous pouvons nous voir. Mais si nous comprenons l'essence du conflit, permettez-moi de dire que vous n'écoutez pas le but d'atteindre un certain état mental ou de capturer une certaine vitalité, avec quoi faire face à votre vie quotidienne. Écoutez le but de découvrir vos propres problèmes. Et cela signifie prendre conscience de vos propres activités et contradictions. Quand on parle contradiction, conflit intérieur, alors que nous avons une idée, un concept, un modèle d'action, une cible, un idéal. Parce qu'une telle chose est irréelle, ce n'est pas un fait. Le fait est une chose, et l'idée en ce qui concerne le fait, une autre chose. Et cette division génère le conflit. Je ne comprends pas le fait, ce que nous sommes vraiment. Nous avons créé une idée, un schéma de la façon d'être bon, de ce que devrait être notre état intérieur. Nous avons créé le prototype, le héros, l'exemple, l'état parfait. Et nous avons du mal à rapprocher notre vie de cet idéal. Et je suis très sûr que cela créera désormais l'idée de l'absence de conflit, une idée qui deviendra le modèle. Pourquoi créons-nous le modèle? Nous créons la norme, parce que nous voulons éviter le fait, peu importe ce qu'elle est. Comme nous sommes insatisfaits et ne comprenons pas le fait, ce que nous sommes, nous créons l'idée de ce que nous devrions être. Et donc il y a une division, une contradiction. Dans le monde entier, ce processus se produit, cette évasion vers ce qu'elle est, grâce à la recherche inspirée par l'idée de ce qu'elle devrait être. Et certainement, alors que nous nous battons pour faire une approximation entre le fait et l'idée, le conflit est inévitable.